Alors cette nuit sera-t-elle plus calme que les deux précédentes à Chanteloup-les-Lévignes où les policiers doivent-ils encore redouter d'être à nouveau pris pour cible? Pourquoi les quartiers flambent-ils encore? Vous avez peut-être des réponses et des solutions. Pierre Bédier, bonsoir, merci de nous rejoindre. Vous présidez le conseil départemental des Yvelines. Vous étiez ce matin aux côtés de la maire de Chanteloup-les-Vignes, une maire écœurée après ce week-end de fortes tensions. L'impunité, c'est très grave dans l'adolescence. Parce que ces adolescents-là qui ont fait des actes et des actes et des actes et des actes et qui ont cassé la lumière et qui ont attaqué ceux qui venaient la réparer et qui ont recassé la lumière, tout ça, même sans capuche, même en plein jour, et qu'ils ne sont pas arrêtés et qu'ils ne sont pas, à un moment donné, ils savent même pas quel est le bien et quel est le mal, hein. On n'arrive même pas à leur expliquer que les choses sont anormales et qu'il faut sévir. Eh bien oui, ils jouent les caïds puisque ils ne risquent rien, ils sentent qu'ils ne risquent rien. Alors on va s'attarder assez longuement sur le constat que fait la maire de Chanteloup-les-Vignes, qui est un constat pas très optimiste. Les caïds ont-ils gagné? Est-ce que ce qui s'est passé là n'est que le dernier acte de quelque chose qui se tramait et qui couvait déjà depuis plusieurs mois? On va essayer ensemble de comprendre et d'expliquer pourquoi. Mais attention lorsque l'on parle de ces sujets-là, et on va commencer par ça, attention, il faut bien choisir ses mots. Nous déplorons évidemment ces actes imbéciles et violent. Je veux dire que nous avons assuré à Madame le maire le soutien de l'État. Nous sommes parfaitement conscients de ce que les tensions qui se développent, notamment à Chanteloup, sont en partie liées à l'effort très intense que nous livrons s'agissant des trafics de stupéfiants. Mais nous sommes déterminés à faire en sorte que ces trafics puissent cesser et à faire en sorte que l'ordre puisse être respecté et rétabli. C'est donc un message de soutien et de soutien très sincère et tout à fait complet aux élus locaux qui doivent affronter ces situations. Un message de solidarité vis-à-vis de toute la population de cette ville et des villes avoisinantes qui se trouvent évidemment affectées par ces dégradations, mais aussi un message de fermeté à l'égard de la petite bande, car je crois qu'en vérité, il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses. Alors on s'arrête évidemment, mais c'est la polémique du soir, sur cette phrase, Pierre Bédier, la petite bande d'imbéciles et d'irresponsables, que n'a pas dit Édouard Philippe, à qui on reproche de minimiser et de ne pas nommer les choses, de ne pas dire ce ne sont pas des imbéciles ou une petite bande d'imbéciles, ce sont des criminels, lui disent certains ce soir. Que répondez-vous ? D'abord, je pense qu'il y a d'autres urgences que de gloser sur les mots employés par les uns et par les autres, parce que c'est vrai qu'on se trouve devant des faits d'une extrême gravité. Penser que cette structure qui a été incendiée samedi accueille les enfants du quartier, c'est une structure formidable avec à sa tête des personnalités exceptionnelles, c'est ça qui est grave. Bon, sur les mots, on va quand même essayer de préciser un peu la pensée des uns et des autres. Ceux qui commettent ces actes sont des criminels, mais à l'origine, ce sont des crétins. Ils ne se rendent pas compte de Donc la vous employez un synonyme. C'est ce que vous explique la maire de Chanteloup. Ils ne savent pas ce que c'est que le bien et le mal. Ils ne se rendent pas compte de la gravité de ces actes. Ces abrutis, appelez-les comme vous voulez, mais ce ne sont pas des criminels. Alors attention, ils deviennent des criminels et ils sont poussés à la criminalité par de vrais criminels. Parce qu'en réalité, c'est ça, c'est que derrière, il y a des manipulateurs. Les élections municipales approchent. Je vais être à ma 5e élection municipale. Dans les 6 mois qui précèdent une élection municipale, il y a celui qui vient. Ah ben oui, il y a celui qui vient vous expliquer qu'il n'y a que lui qui peut maintenir le quartier en état de paix, que pour ça, faut l'embaucher, faut subventionner l'association machin. Et quand vous avez une maire courageuse comme les Catherine Arenou, qui rentrent pas dans ces combines à 3 sous, forcément, ça crée des tensions. Alors, on insiste sur les mots parce que qualifier les choses, c'est aussi peut-être par là que ça commence. Quand on veut trouver des solutions. Non, mais rajoute au malheur du monde. Sauf que tous ici, quand on a le mot employé par Édouard Philippe, il vous a tous fait réagir. Ce mot imbécile. Non, mais ce qui est curieux, alors je comprends que Pierre Bédier considère que ce n'est pas l'essentiel, et ce n'est pas l'essentiel. En même temps, ce qui est curieux, c'est qu'Édouard Philippe, depuis quelques mois, parle juste, trouve le ton, trouve les mots. Autant toute la journée, cette mère que je ne connaissais absolument pas, Catherine Arnoux,
a été absolument lumineuse dans ses explications, dans son empathie, dans sa façon de nous raconter ses cités, ses mômes totalement perdus. Elle était extraordinaire, cette femme. Alors, c'est vrai qu'il y a un choc absolument terrible entre cette mère qui nous a parlé de façon inouïe et le Premier ministre qui semblait gêné, mal dans ses pompes. C'est extrêmement curieux, ce décalage entre elle et lui. Très curieux. Il y a une gêne sur ces questions-là ? Évidemment, il y a une gêne et on sait très bien comment ce débat qu'on a ici, il est tranché pour beaucoup de Français qui vont dire effectivement que dans ces cas-là, quand c'est ces jeunes, ces quartiers, etc., les propos et les actions sont moins sévères de la part de l'État que, j'en reviens là parce que c'est quand même l'actualité, que ça a été le cas pendant des semaines et des semaines lors du mouvement des Gilets jaunes. J'ai pour cela une comparaison très simple que je vous ressors parce que je la sors souvent, mais c'est la différence de traitement policier, judiciaire et médiatique entre ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe le 1er décembre et ce qui s'est passé dans un monument réellement républicain, le plus sacré que nous ayons probablement, c'est-à-dire le Panthéon, au début de l'été, qui a été occupé pendant des heures et souillé de fait, puisqu'il y a eu des gens qui ont uriné, etc., par des centaines de clandestins. Là, les gens ne peuvent pas comprendre cette différence de traitement et ça provoque effectivement une colère assez forte. Et les termes qui sont utilisés, attention, rappelons-nous les termes qui ont été utilisés par rapport à la contestation sociale et ces formes violentes, bien réelles, durant des semaines et des semaines. On n'a pas du tout parlé d'imbéciles et d'irresponsables. On est même jusqu'à aller parler de terrorisme, rappelez-vous, pour les graffitis ou des dégâts occasionnés à des permanences de la République en marche. Il y a une différence de traitement qui est manifeste et qui est constante. Il y a une différence de traitement manifeste et constante, Pierre Béziers ? C'est pas les mêmes populations. Je comprends ce que vous dites et je ressens la colère des Français. Je l'entends, cette colère. C'est des mômes de 14 ou 15 ans. À Mantes-la-Jolie, on a eu des incidents. Un gosse de 14 ans est borgne. Bien sûr que c'est un crétin. Bien sûr qu'il n'avait rien à fiche dans la rue à 23 heures. Bien sûr qu'il n'avait pas à jouer aux gendarmes et aux voleurs. Mais il a perdu un œil, voilà. Et il a 14 ans et il est responsable à 14 ans. On ne va pas réouvrir des bagnes pour gosses, on sait bien que ça n'a pas marché. Donc oui, on est un peu désemparés. Alors ne nous arrêtons pas aux mots imbéciles, crétins. Ces gosses, car ce sont des gosses, deviennent des criminels. Donc là, on a quand même un problème majeur. On a tous ce problème. Alors on va parler et on va s'intéresser au fond et pas seulement aux mots et à la forme. Alexandre Malafaille, est-ce que, mais pour terminer peut-être ce débat-là, vous dites on a un problème, on a laissé un problème s'installer et on ne sait plus le traiter, mais on n'a jamais su traiter ce problème-là. Chanteloup-Lévy, on a l'impression que c'est une histoire sans fin depuis les années 80. En tout cas, présentée ou en tout cas récurrente. Tel que le fait le Premier ministre ce soir, pose une question, c'est qu'en fait, on a le sentiment comme ça, c'est un problème isolé de jeunes débiles qui font n'importe quoi. Or, moi, je crois que c'est plutôt la partie visible, la pointe visible d'un problème très profond et qui s'enracine depuis très longtemps. Et donc, voilà, résumer ça, ou avoir le sentiment qu'on résume ça à un petit groupe de débiles, d'abrutis, etc., je pense que c'est une véritable erreur de langage, parce qu'on a un problème de fond on viendra aux questions de fond, mais qui touche à l'emploi, à l'immigration, à l'intégration, à l'école. Voilà, enfin, il suffit de se plonger dans le bouquin de Jérôme Fourquet, L'archipel français, pour voir à quel point en fait, la société a volé en éclats, les points de repère ont disparu, et donc au bout du compte, après, voilà, vous avez des phénomènes de mise en marge progressive, de rejet de la société, et puis les plus extrêmes de la bande, ils vont faire ça. Voilà. Et ça, je pense que c'est pour ça que le mal nommé, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pose comme question sur la capacité de nos dirigeants à interpréter la réalité et d'agir en conséquence. Alors la réalité, vous le disiez, cette mère de Chanteloup-Lévy, elle l'a dit, on l'a entendu, on a entendu l'extrait de cette interview, c'était tout à l'heure sur LCI, et ce que font aussi ces jeunes-là dont vous parlez dans ces quartiers, d'autres disent comment les choses se passent. Je vous donne la parole juste après, Virginie Vigan. Ces jeunes sont chez eux, ils connaissent parfaitement ce territoire, ils coupent les lumières selon toute vraisemblance et ont préparé suffisamment de projectiles en amont, à la fois sur les toits des immeubles, parfois également les stocks dans des poubelles ou divers contenants pour s'en servir de munitions et les projeter de manière extrêmement violente contre les policiers et contre leurs véhicules.
Alors, il pourrait raconter ce qui se passe à Chanteloup-les-Vignes. En fait, on parle de ce qui se passe à Mantes-la-Jolie. Donc, ce n'est pas spécifique et on choisit aussi volontairement d'autres exemples pour ne pas garder le projecteur que sur Chanteloup, même si c'est là que les choses se sont passées ce week-end. Virginie. Moi, je voudrais poser une question à Monsieur Bédier. J'ai entendu depuis ce matin plusieurs responsables locaux dire, en fait, la vraie raison, c'est pas du tout des jeunes irresponsables. Ils scient à la meule les lampadaires pour couper l'électricité. Et ils s'attaquent là clairement à la police, à qui ils ont tendu un guet-apens, ils ont préparé ça, parce que la police venait récemment de vouloir contrôler ou arrêter un trafic de stupéfiants. Est-ce que c'est pas ça la vraie raison? De la même façon qu'à Mantes-la-Jolie, on avait dit la même chose. La police récemment, avant les incidents, avait arrêté un membre d'un gang de malfaiteurs qui avait cambriolé les magasins pendant un mois. Est-ce que finalement ces jeunes, bon, ils sont effectivement très jeunes, ne sont pas manipulés par des aînés qui savent très bien ce qu'ils font et qui veulent juste rester entre eux, faire leur trafic, que ce soit des trafics de cambriolage ou des trafics de stupéfiants? Et est-ce que c'est pas ça le visage que nous voyons de ces jeunes dont vous dites que ce sont des irresponsables ne cache probablement pas une réalité bien plus sévère et bien plus dure et bien plus violente? Vous avez raison. Bien sûr, il y a des aînés qui les manipulent. Ces gamins de 14-15 ans. Conserver ce qu'ils sont en train de faire. Oh bah, oui, et même pour élargir leur réseau. Hein. Voilà. Oui. Dans ces communes à quartier populaire, vous n'imaginez pas le moment d'élection municipale, la pression que reçoivent les élus républicains, où s'ils promettent pas d'embaucher toute la famille, on menace y compris de cramer leur propre voiture. Donc oui, il y a des réflexes mafieux dans ces quartiers. Et le trafic de drogue, moi je suis totalement isolé dans ma famille politique, donc je vais donner mon sentiment quand même. Je crois que nous avons perdu le combat contre le cannabis. Mais nous avons perdu le combat contre le cannabis pas à Chanteloup ou à Mantes-la-Jolie, nous l'avons perdu dans le 7e arrondissement de Paris. C'est partout on consomme. Partout. Donc il y a une gigantesque hypocrisie. Les chiffres sont considérables et pas simplement dans les milieux populaires. Les consommateurs ne sont pas dans ces cités. Enfin, il y en a, n'exagérons rien. Il y a des trafics. Il y a l'organisation de trafic. Il y a toute une organisation de trafic et ça représente beaucoup d'argent. Donc il faut s'interroger pour savoir s'il ne faut pas essayer de réguler cette affaire. Parce que ça nous coûte une fortune en force de police. Je suis pas sûr que ça soit toujours très efficace et c'est pas la police que je mets en cause dans cette affaire. Réguler, donc, oui, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire faire un pas vers la légalisation? Pardon? Ça veut dire faire un pas vers la légalisation? Oui, le pays le plus répressif au monde, à part la Chine, c'est sans doute les États-Unis d'Amérique. Posons-nous la question, pourquoi eux évoluent sur cette question du cannabis? Alors on a fait un petit progrès avec le cannabis thérapeutique, mais je pense que notre société doit regarder en face ces ça sous-entend qu'il n'y aurait que du cannabis qui serait C'est l'essentiel. Très honnêtement, le trafic dans les cités, c'est essentiellement un trafic de cannabis. On connaît la filière, ça arrive du Maroc. Alors il y a un peu d'héroïne, il y a un peu de cocaïne, mais tout ça est relativement à la marge. Alors, on va revenir sur cette question des trafics de drogue et on réécoutera Emmanuel Macron l'année dernière au mois de mai. On entendra ce qu'il disait. Il disait ne pas être pour la légalisation, mais que la bataille était perdue. On se reposera cette question. Vous évoquiez aussi le défi un peu permanent fait aux policiers, à l'autorité de l'État. C'est une façon de dire, c'est pas l'État qui commande ici, c'est nous, et notamment à la police avec ces guet-apens qui sont tendus. On va voir que c'est une pratique, là encore, qui ne se limite pas à la seule ville de Chanteloup-les-Vignes et qui est une pratique ancienne. Le phénomène semble avoir commencé au début de l'été dernier, mais est-il réel? Y a-t-il plus de violences urbaines? Oui, incontestablement. Pas au niveau national, mais dans les Yvelines, avec des incidents à Sartrouville, Trappes, au Mureau, à Saint-Germain-en-Laye. Et même avec des guet-apens élaborés contre les forces de l'ordre, à Plaisir, Mantes-la-Jolie et donc Chanteloup-les-Vignes, où l'ambiance est tendue depuis des semaines. L'éclairage public a été cassé, recassé. Les gens qui sont venus réparer ont été attaqués. Et puis quand ils ne sont pas attaqués dans la journée, l'éclairage est recassé le soir. Enfin, bon. Quel est le rôle des réseaux sociaux? Selon les enquêteurs, ils ne servent pas à coordonner les actions entre des cités et des bandes qui, au contraire, souvent se détestent. Par contre, dans un effet presque publicitaire, ils poussent les groupes à la surenchère. D'autant que sur le terrain, les policiers manquent de moyens. On a fermé des commissariats. Il faut savoir que, par exemple, sur les compagnies de sécurisation et d'intervention du département, on a divisé par 2 les effectifs. Et sur un département comme les Yvelines, ça a un impact direct. Quelles sont les autres explications de ces violences? Il y en a beaucoup. L'incompréhension de fond, d'abord, entre des élus qui lancent des équipements de qualité et des jeunes qui ne voient plus rien venir.
pour eux. Il y a 10 ans de ça, c'était à nous de choisir les sorties qu'on voulait faire. On est parti un jour, à Avoriaz. Avoriaz, c'est pas donné à tout le monde d'aller à Avoriaz. Nous, on y a été avec Chanteloup-les-Vignes. On allait à la patinoire tous les mercredis après-midi. On faisait des activités de l'équitation, de la natation, on faisait tout. Actuellement, les petits, ils n'ont rien. Il y a aussi, entre autres, les responsables des trafics de stupéfiants qui refusent d'abandonner leur terrain lors des rénovations urbaines, le sentiment d'impunité des délinquants et les faibles moyens des municipalités. Voilà, autant de sujets évidemment que l'on aborde ce soir. Je vais vous donner quelques chiffres avant de poursuivre ce débat. 300 000 € de réparation depuis le début du mois de janvier à Chanteloup-les-Vignes pour notamment l'éclairage public. Ce que l'on sait en l'état aussi sur ce qui s'est passé ce week-end, c'est qu'il n'y a pas de traces de défi sur les réseaux sociaux, alors que l'on voit que ça peut être une réalité ailleurs, ou en tout cas de faire de la publicité à ces actions. C'est pas le cas là en l'occurrence. En revanche, concernant les violences envers les policiers, 14% de hausse en 9 mois et plus de confrontations aujourd'hui qu'il n'y en avait lors des émeutes de 2005, avec des policiers qui sont presque considérés comme une bande rivale. C'est ce sentiment-là qu'on peut avoir. Oui, mais je voudrais poser une question à Pierre Bédier, mais en rebondissant sur la seconde partie des propos du Premier ministre, moi qui m'a particulièrement frappé, parce qu'il dit, ces imbéciles, etc., c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Comme s'il prêtait une revendication à ces jeunes, ce qui m'a beaucoup surpris, et donc vous nous confirmez, me semble-t-il, c'est une question un peu orientée que je vous pose, mais vous semblez nous confirmer qu'en fait, ces actes-là ne sont pas à l'appui de revendications collectives. Non, vous avez des gamins qui sont perdus. C'est le diagnostic du docteur Catherine Arenoux, puisqu'elle est médecin, est totalement juste, avec même des dimensions psychiatriques pour certains d'entre eux, parce que une forme d'enfermement dans le quartier dont ils n'arrivent pas à sortir. Un gamin aujourd'hui, on revient sur le trafic de drogue, un gamin qui ne va pas aller à l'école, il va gagner 50 € par jour comme guetteur. Ils prennent des mineurs parce qu'ils savent bien que ces mineurs ne seront pas inquiétés. Les policiers les arrêtent d'ailleurs plus. Ils les dérangent même plus. C'est ça la réalité. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se pose de vraies questions. Le reportage est remarquable sur le manque de moyens, etc. Alors je suis bien conscient qu'aujourd'hui on est dans un pays qui a de grandes difficultés et que c'est très choquant pour le contribuable moyen de se dire on claque des fortunes pour des types qui ne respectent rien. Bon. Mais on ne peut pas rester dans cette solution, dans cette situation. Donc il faut bien qu'on pose sur la table le diagnostic, les bons mots. Mais la réponse à l'impunité actuelle d'une partie de ces jeunes, finalement toute une série de délinquants qui sont peu ou pas sanctionnés, ça ne peut pas être, par exemple, la légalisation du cannabis. Même s'il faut légaliser le cannabis, on ne peut pas répondre à un problème de fond par tout d'un coup une liberté accordée pour dire maintenant vous pouvez acheter en magasin. Il y a un problème de traitement de cette impunité quand même. Mais on va poser le problème différemment, si vous le voulez bien. Le problème du cannabis, c'est qu'il y a des consommateurs. Donc, est-ce que nous sommes capables de punir les consommateurs? Est-ce que nous sommes d'accord pour, lorsque nous sommes dans des dîners en ville et que on entend dire par Madame Machin que fumer un petit pétard le soir, c'est quand même mieux que prendre un Xanax, est-ce qu'on est d'accord pour la dénoncer, pour qu'elle soit condamnée? Non. Parce qu'il faut qu'elle soit condamnée. Personne ne le fera. Donc, arrêtons cette hypocrisie. Nous le savons bien, le cannabis a pourri la société française d'en haut jusqu'en bas, et globalement la société occidentale. Donc, face à ça, essayons de trouver des réponses. Je ne dis pas que je les ai. Si je les avais, je ferais un beau livre. Je pose la question et je demande qu'on se mette autour de la table et qu'on commence à réfléchir. Parce qu'en plus, cette affaire du cannabis, elle bousille le moral des policiers. Ils savent bien qu'ils sont impuissants. Alors, ils vont faire des grosses prises de temps en temps, oui, mais qu'est-ce qu'ils vont s'enquiquiner? Passer des heures à arrêter un gamin, effectivement, qui est un guetteur, qui pour 50 € guette et qui n'aura aucune condamnation à la fin. Alors justement, sur ce sujet, sur le trafic, la guerre du trafic, on écoute Emmanuel Macron, c'était en mai 2018. Je ne suis pas favorable à la légalisation du cannabis ou des drogues douces pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir dans un autre cadre. Mais ce qui est clair, c'est qu'on a perdu la bataille du trafic dans de nombreuses cités. Et donc on doit avoir un plan de mobilisation générale de lutte contre les trafics de tout genre, parce que ce sont des trafics internationaux, il ne faut pas se tromper. Oui, Maurice. Le débat vous a réagi. On a perdu la guerre du trafic, disait Emmanuel Macron. Le reportage précédent n'était pas seulement remarquable, comme disait Pierre Bédier, mais il est plus qu'inquiétant. Désespérant. Désespérant. Alors, ce que je n'arrive pas... Depuis hier, depuis ces incidents, j'entends 3 élus des Yvelines, vous, le président du département, le maire de Poissy, Carl Olive, la maire de Chanteloup-les-Vignes, expliquer aux Français de façon limpide
de façon absolument limpide ce qui se passe dans ces quartiers, le constat qu'ils font. Pourquoi les pouvoirs publics, quelle que soit leur couleur politique, de droite ou de gauche, ne vous ont jamais entendu? Pourquoi? D'abord, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Si, ensuite, vous êtes en parce face. que j'ai pas la réponse. Ensuite, je pense que la France est un pays de tabou, c'est bien connu, et on bloque totalement sur cette affaire de cannabis. Vous pouvez me faire toutes les prises de sang que vous voulez. Je ne suis pas consommateur de cannabis, donc c'est pas un plaidoyer pro domo. Mais je trouve qu'on est dans une hypocrisie qui est socialement intenable maintenant, sécuritairement intenable. Moi, je me mets à la place des policiers. Mais enfin, leur affaire contre le cannabis, c'est une course à l'échalote. Leur action est vaine. Donc c'est terrible. Dans le mauvais moral des policiers, mais ça joue aussi, ça j'en suis convaincu. Ça peut pas apparaître comme une démission que de dire, puisqu'on ne peut pas y arriver, on va juste légaliser le cannabis. Les Français risquent de ressentir ça assez négativement. Madame, et vous croyez qu'ils ressentent positivement ce qui est en train de se passer? Certainement pas. Mais donc, la réponse que vous apportez... moi, je suis un homme d'action. Je dis, essayons de trouver les solutions, sans tabou. On a une guerre à gagner. Pour gagner cette guerre, est-ce que un cannabis, alors je vais me faire le défenseur du cannabis, qui est quand même énorme, mais un cannabis fabriqué en France, contrôlé, entre guillemets écologique, c'est-à-dire qu'il soit du vrai cannabis, c'est pas la cochonnerie qu'on vend aujourd'hui aux gamins, avec du pneu mélangé à on ne sait pas quelle substance toxique. Est-ce que finalement, arriver à avoir un commerce de ça qui permettrait de faire rentrer de l'argent dans les quartiers, mais de façon légale, avec des gens qui payent leur TVA, leur impôt, est-ce que ça n'aurait pas un sens? Est-ce que ça ne mérite pas d'être regardé? Est-ce qu'on ne devrait pas envoyer une mission parlementaire aux États-Unis, qu'elle y reste 6 mois pour comprendre pourquoi État après État, les États-Unis d'Amérique autorisent le cannabis? Ça me fascine. C'est la société la plus répressive. Ils pratiquent la peine de mort. Et bien pourtant, ils légalisent le cannabis. Alors on voit que c'est une proposition que vous mettez sur la table. On va poser la question dans un instant à Julien Drey qui sera au téléphone avec nous, élu de terrain. On vous demande pourquoi vous n'êtes pas entendu. Vous lui poserez peut-être aussi la question, Maurice Safran. D'ici là, vous restez évidemment avec nous. Notre débat reprend dans un instant sur LCI. La suite du débat de ce grand dossier, même hors antenne, mais nous allons en reprendre le fil ensemble après les événements du week-end à Chanteloup-les-Vignes, une banlieue qui flambe, une mer écœurée et des habitants déboussolés. Sur mon territoire, par exemple, plus de 50% ont moins de 25 ans. Ça n'est pas le fait de toutes les villes. Mais il y a 30% de moyens en moins par enfant qui est donné dans ma ville par rapport aux autres villes. Tous les chiffres le disent. Donc moi, je veux bien qu'on soit responsable de toute l'évolution sociétale de notre France. Mais à un moment donné, c'est extrêmement compliqué d'être les seuls à porter la solidarité du territoire. La plupart des gens ne peuvent pas bouger d'ici. Ils sont condamnés à rester à Chanteloup-les-Vignes. Ils sont condamnés à souffrir les trafics, pas d'emploi, pas de commerce. Ils sont obligés de le souffrir. Et donc il y a des jeunes qui n'ont aucun avenir. Ils n'ont rien à perdre. Hein. Alors le constat est posé, nous en avons déjà discuté toujours autour de la table. Maurice Safran, Virginie Leguet, Jérôme Sainte-Marie, Alexandre Malafaye et notre invité Pierre Bédier. On va appeler tout de suite Julien Drey. On essaie de comprendre et de savoir que faire. Vous êtes conseiller régional PS d'Île-de-France. Je vous fais réagir aussi, même si il faut aller au-delà des mots, nous disait Pierre Bédier, au mot employé ce matin par Édouard Philippe, une petite bande d'imbéciles. Je pense que Pierre Bédier a raison. À partir du moment où on commence à donner le sentiment que les gens qui sont là et ce qu'ils font, il y a des explications sociologiques liées au contexte, liées là où ils vivent, de fait, on est en train de les absoudre de leurs crimes. Or, ce ne sont pas des jeunes imbéciles, ce sont des voyous. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui dans les cités une économie parallèle qui s'est structurée, qui est organisée, qui est mafieuse, autour notamment du trafic de stupéfiants et de tout ce qui va avec. Et donc vous avez des bandes avec des chefs de mafia qui d'ailleurs instrumentalisent les plus jeunes parce qu'ils sont intelligents, ils savent que ceux qui ont moins de 18 ans, quand la police va les arrêter, eh bien pénalement ils n'auront pas grand-chose pour que justement l'État ne reprenne pas de pied et qu'il n'y ait pas d'équipement collectif, qu'il n'y ait pas de retour d'une police de proximité de qualité, qu'il n'y ait pas... Voilà. Donc la question qui est posée, c'est une question maintenant qui est posée depuis des années et des années. Tant qu'on n'aura pas cassé ces trafics-là, on ne pourra pas s'en sortir. Et ce qui est beaucoup plus grave maintenant, c'est que ces trafiquants, ils considèrent que ce territoire leur appartient.
que c'est eux qui sont maîtres de ce territoire. Et donc ils nous disent, grosso modo, vous nous laissez tranquilles, vous nous laissez peinards, on fait notre trafic, on exerce notre autorité dans ces cités-là, y compris on fait vivre une partie de ces cités grâce au trafic, mais si vous voulez remettre les pieds dessus, eh bien, ça sera la guerre. La solution contre ceux qui, dites-vous, se croient tout permis, c'est quoi? C'est le bâton? C'est une justice plus sévère? C'est ce qu'a demandé, par exemple, aujourd'hui Éric Ciotti avec le retour des peines planchées, même si l'arsenal législatif a évolué et que théoriquement, il existe avec des peines plus sévères, ou est-ce que c'est, Pierre Bédier faisait cette proposition, pourquoi ne pas réfléchir, puisqu'on parle de trafic de drogue et que c'est ce trafic qui gangrène, nous disait Pierre Bédier, beaucoup ces quartiers, à la légalisation du cannabis? Moi, vous savez, pendant longtemps, j'ai cru à la prohibition et je considérais qu'il fallait mener la bataille pour l'interdiction, etc. Je pense que cette bataille est perdue. Les masses financières qui sont en mouvement sont trop fortes et on ne pourra pas la gagner. La prohibition ne marche pas. Donc effectivement, il faut passer à la légalisation, pas à la dépénalisation, qui est une politique de gribouille, à une légalisation qui permettra d'ailleurs de maîtriser la consommation, qui permettra de faire de l'éducation positive pour qu'on n'en consomme pas, mais le reste, ça ne marche pas. Mais en même temps, il y a une remarque à faire. Dans le moment actuel, après on pourra réfléchir à la légalisation, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des émeutes comme ça, alors on sécurise les quartiers. Vous savez ce que ça veut dire, sécuriser? Ça veut dire envoyer 2-3 compagnies de CRS qui vont faire des patrouilles, des rondes. Pendant 3 semaines, tout ça va se calmer. Puis les CRS repartiront et tout continuera comme avant. Voilà. Et les policiers qui sont là, ce sont pas les policiers qui sont expérimentés pour faire tomber les caïds. Qu'est-ce qu'on fait tomber? On fait tomber les petits, les petits jeunes. Je vous ai expliqué souvent, ils sont instrumentalisés pour faire tomber ceux qui sont des chefs, qui sont des gens très organisés aujourd'hui, qui ont des masses d'argent, qui sont capables de se payer de très bons avocats. Il faut une police judiciaire qui, comme on dit dans ces termes-là, monte les dossiers, c'est-à-dire ait des preuves irréfutables et puisse les confondre. Et pour ça, il faut une police judiciaire formée, préparée, aguerrie, disposant des moyens pour faire les quais, pour pénétrer ces réseaux. Voilà, donc c'est une vraie bataille qu'il faut mener, comme par exemple l'a mené l'État avec la French Connection dans les années 70 à Marseille. Or, c'est pas ça qu'on fait. On laisse souvent des jeunes policiers et puis on fait du saute dessus avec les bacs et on se résout de fait à laisser ce trafic s'installer. C'est une question de volonté politique et seulement de volonté politique d'écouter ceux qui ont des propositions à faire et d'essayer de mettre ces propositions en place? Oui, c'est une question de volonté politique. Parce que d'un certain point de vue, finalement, c'est plus facile. Le partage territorial, qui reste dans leur quartier et qui viennent surtout pas nous embêter dans les centres-villes. Voilà. Finalement, c'est facile. Voilà, c'est comme ça que ça se passe de fait. Et puis de temps en temps, il y a quelques éruptions volcaniques. Alors là, on va hausser du ton, on va faire des menaces, on va dire qu'on va voir ce qu'on va voir, et puis tout redeviendra comme avant. Ça fait maintenant une quinzaine d'années, gauche comme droite, que ça dure. Mais vous savez, des choses très simples. Vous avez des tas de commerces qui sont aujourd'hui des commerces de blanchissement de tout cet argent venu des trafics de stupéfiants. Vous ne croyez pas qu'il y a des restaurants qui sont tous azimuts comme ça, sans qu'il n'y ait pas derrière des volontés de blanchissement? Vous avez des tas de supermarchés qui continuent à accepter, c'est les seuls d'ailleurs, dans ces cités-là, à ce qu'on paye avec des grandes sommes en liquide. Et là, personne ne fait rien. Merci. Une petite question de Virginie Leguet. Pardonnez-moi, si Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 2 ans et demi, mais avant c'était François Hollande, c'était le PS, et je vois que vous avez toujours l'étiquette PS. Qu'a fait pendant 5 ans François Hollande et ses équipes? C'est intéressant comme débat. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en train d'expliquer, vous êtes en train de tomber dans ce que j'appelle la politique de tambouille, c'est-à-dire le PS c'est pas mieux que le Macron, donc finalement, à quoi ça sert ce que vous êtes en train de faire? Non, vous dites vous-même que ça fait 15 ans que les choses n'ont pas bougé, donc je voudrais savoir pourquoi. Mais madame, je vais vous dire une chose, j'aurais aimé que vous, les journalistes, qui êtes autour de la table, là, eh bien, quand nous menions le combat, justement pour qu'il y ait véritablement tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire des personnels qualifiés, que vous meniez la bataille, pas que vous meniez simplement quand ça flambe, que vous meniez la bataille pour interroger, pour aider, comme par exemple le fait Pierre Bédier, il a excellemment fait dans sa ville, que tous ces élus de terrain-là, ils soient soutenus par cette presse-là, qu'ils ne viennent pas simplement quand ça flambe, et pour essayer de voir qui est responsable et qui est coupable. Il y a des dizaines d'élus de terrain, de droite comme de gauche, qui disent ce que je vous dis, mais qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas écoutés, parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent et qu'il va falloir remettre en cause quelques équilibres économiques. Alors, on préfère se satisfaire de cette situation. Merci beaucoup d'avoir réagi, Julien Drey. Vous voyez que votre parole est entendue, celle de Pierre Bédier aussi, puisque ce sont des élus de terrain que nous avons conviés ce soir pour participer à ce débat. Est-ce que Virginie Leguet faisait remarquer qu'à Chanteloup-les-Vignes, il n'y a pas de commissariat? Est-ce que c'est un détail ou est-ce que il manque peut-être, c'est symbolique peut-être, mais ça ne changerait rien. Je vais vous répondre une incarnation par un exemple très concret. Physique.
Dans les années 80, où il y avait eu des émeutes bien plus graves à Mantes-la-Jolie, donc vous voyez que quand même l'histoire se répète, une des mesures phares avait été d'installer un poste de police dans le quartier du Val-Fouré, et très rapidement il a fallu le fermer. Pourquoi? Parce qu'un poste de police dans lequel il y a des policiers, pendant ce temps-là, ils ne sont pas dans la rue. Et si les policiers sont dans la rue, il n'y a pas besoin d'un poste de police, faisons des économies. Non, la présence d'un commissariat n'est pas la condition sine qua non. Ce qu'il faut, c'est des effectifs, il faut donc que les heures supplémentaires des policiers soient payées, il faut qu'ils aient des voitures. Nous sommes dans un pays, j'ose le dire devant vos téléspectateurs, où il arrive que les bacs n'aient pas de voiture. Parce que lorsqu'il y a eu une échauffourée, une poursuite, la voiture a été explosée, et donc il faut faire réparer la voiture, parce qu'on n'a pas de voiture en réserve. Je peux encore être, je vais vraiment me fâcher avec beaucoup de monde ce soir, après la libéralisation du cannabis. Je crois que nous devons changer le fonctionnement de la police nationale. Là, je vais me fâcher avec tous les chefs de la police nationale. Très large débat. Je pense que les polices locales, les polices municipales doivent être renforcées. Tout ça encadré naturellement par notre système judiciaire. Mais par exemple, un maire, il ne laissera jamais ses policiers en poste sans voiture. Il se débrouillera, il trouvera toujours une voiture. Donc la police d'ordre public, elle doit être municipalisée. Alors il faut ensuite qu'elle soit sous l'autorité naturellement de l'État. Mais il faut mieux que l'État se concentre sur toute la partie enquête, sur toute la partie judiciaire. C'est ce qu'il faudra dire demain à ces 3 ministres qui viennent à Chanteloup-les-Vignes, la garde des Sceaux notamment, le ministre de l'Intérieur. Est-ce que ça ne va servir à rien? Est-ce que c'est ce que disait Julien Drey? Alors ça nous concernait nous, mais est-ce que les politiques ne s'intéressent au quartier que lorsque ça flambe? On peut le penser. Pardon, je vous retourne la question. On peut parfois le penser. C'est vrai que nous appelons au secours depuis des années. Soyons très honnêtes, ça n'a pas démarré avec Emmanuel Macron et le gouvernement Philippe. Dieu sait que je suis en convergence totale avec Julien Drey sur tout ce qu'il a dit. J'ai quand même un petit différentiel avec lui, c'est que je trouve que dans la deuxième moitié du quinquennat de François Hollande, c'est là que ça s'est mis en panne dans les quartiers. Moi, ce qui me frappe beaucoup depuis hier, c'est que ces élus de terrain, on est incapable de leur donner une étiquette, de souligner qui est de droite, qui est de gauche. C'est absolument frappant. Ils disent tous absolument la même chose, dans un discours qui n'est pas seulement répressif, c'est ça aussi, parce qu'on s'attend à un élu de droite sur le terrain, allez, on y va, absolument pas. Discours extrêmement mesuré, extrêmement construit, extrêmement complexe d'ailleurs, concret et complexe. Moi, de tout ce que j'entends depuis hier, je suis assez abasourdi. Effectivement, comme je travaille par ailleurs dans plusieurs communes, oui, ce qui n'est pas mon cas, ou de droite, effectivement, en région parisienne, plutôt dans l'Essonne, dans la Seine-Saint-Denis d'ailleurs, eh bien, j'ai cette question, je voudrais apporter un témoignage qui va plutôt dans votre sens d'ailleurs. J'ai constaté, moi, au cours des dernières années, dans les sondages, surtout dans les études qualitatives, beaucoup de gens qui nous disaient, et c'était confirmé ensuite par les élus, que le trafic de drogue était sorti des parkings, des souterrains, si vous voulez, ou des caves, et était en plein jour. Et ça choque incroyablement les habitants. C'est une perturbation majeure de l'ordre public, d'autant plus que beaucoup de maires ont fait installer, à la demande des habitants, des caméras de surveillance, et donc ils voient des caméras qui sont payées en fait par leurs impôts locaux, qui filment des jeunes qui sont en train de trafiquer au vu et au su de tout le monde, y compris de la police, et donc là ils comprennent plus. Et souvent des mères de famille qui sont dans la situation que vous avez décrite, fragile, parfois isolée, etc., qui essayent d'éduquer leurs enfants. Eh bien, elles disent, mais on peut plus, parce qu'ils voient que leurs copains peuvent se faire de l'argent ouvertement. Donc effectivement, c'est une situation qui devient une véritable perturbation de l'ordre public et de l'esprit public dans ces quartiers. Vous me permettez, je vais vous résumer ça en une formule. Il y a 20 ans, quand j'ai été élu pour la première fois, un père de famille qui voyait son gamin rentrer avec une liasse de billets, il lui cassait la tête. Il y a 10 ans, il s'est mis à regarder ailleurs. Et maintenant, il lui arrive de dire, est-ce que tu as bien pensé à payer le loyer? Cet argent, ce que Julien Drey disait, cet argent, ces masses, ces milliards ont pourri nos quartiers. Et ils pourrissent notre jeunesse, et donc ça appelle des réponses qui ne sont pas celles du passé. C'est pas possible. Il faut inventer autre chose. Alors il y a un nom qu'on n'a pas encore prononcé, c'est celui de Jean-Louis Borloo, il y avait un rapport Borloo qui a été mis sous le tapis par Emmanuel Macron. On va écouter ce qu'en disait le président de la République et pourquoi pas de politique de la ville. Puis je vous donne la parole. J'ai une question pour vous après, Alexandre Malafaye. Je ne vais pas non plus vous annoncer un plan ville, un plan banlieue, quoi que ce soit, parce que cette stratégie est aussi âgée que moi.
Le premier plan de la sorte a été présenté en effet, c'était évoqué par Raymond Barre à peu près au moment où je naissais, et ça a apporté des choses. Jean-Luc Rigaud a eu raison de le dire. Il y a eu des choses qui ont été faites. Mais je pense qu'on est au bout de ce que ça a pu produire sous cette méthode. Et sauf que le changement de méthode et la méthode Macron, on ne voit pas très bien là aujourd'hui où ça en est. C'était une grosse erreur, ça, de la part d'Emmanuel Macron? C'était une ouverture séduisante de dire changement de méthode, faisons autrement, mais on fait quoi? Alors moi j'entends très bien ce que vous dites sur la légalisation du cannabis, ça peut être une option, mais ça c'est pas la réponse une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fait ça, on aura toujours des populations en déshérence, on aura toujours des territoires en grande difficulté. Donc la question c'est comment on fait. Et est-ce que le changement de méthode c'est justement de continuer à pratiquer ce que moi j'appelle la gouvernance par le haut? C'est-à-dire que quand même on a petit à petit retiré beaucoup d'outils, de moyens, de capacités à agir au plus près du terrain, et tout ça au profit d'un système qui est quand même un système étatique, qui a du mal à partager son pouvoir ou qui a en tout cas du mal à être proche du terrain. Donc est-ce que vous, en tant qu'élu de terrain, avec l'expérience qui est la vôtre, vous ne privilégieriez pas aujourd'hui une approche qui dit si on doit changer les problèmes auxquels on est confronté, ok pour la légalité du cannabis, ok pour régler les problèmes à court terme, mais après comment on refait de l'emploi, comment on refait des quartiers, et qui est le mieux placé pour le faire? Est-ce que c'est l'État depuis les ministères parisiens? Est-ce que c'est des grandes lois qui tombent et qui créent des ZDUs, tous ces trucs, tous ces acronymes invraisemblables qui existent? Ou est-ce qu'au contraire, il faut changer les méthodes de gouvernance en rapprochant le pouvoir du terrain dans les villes et des départements notamment? Est-ce qu'il faut vous donner plus de latitude d'action? Non, mais c'est pas forcément plus d'argent, mais c'est plus de capacité à faire et à vous coordonner. Il faut donner plus d'argent, pas de l'argent pour avoir de l'argent, parce qu'on a besoin de moyens. Catherine Arenoux évoquait le fait qu'elle a une population extrêmement jeune. Quand vous avez plus de la moitié de la population qui a moins de 20 ans, il faut des écoles. Aujourd'hui, des écoles, vous êtes obligés d'avoir du numérique dans les écoles. C'est plus le tableau noir de grand-papa. Donc tout ça coûte de l'argent et il faut impérativement aider. C'est à la fois la mission de l'État, et c'était ça l'intelligence de Borloo. Il avait compris qu'il fallait donc des masses d'argent importantes. Il avait su les trouver dans un pays qui manque d'argent, mais il avait su trouver cet argent avec ce qu'on appelle le 1% patronal. Et ensuite confier aux élus la responsabilité de lâcher tout ça. Alors je pense qu'il ne l'a pas assez déconcentré ou décentralisé parce qu'il y a eu la technostructure à résister, mais bien entendu c'est en passant par le terrain qu'on trouvera les solutions. Vous avez dit fort justement que les élus, ils ont une relation modérée. Ces gosses qui crament et qui deviennent des criminels, ce sont quand même des enfants qu'on rencontre, qu'on croise, qu'on a connus, quelquefois on les a connus bébés. Donc c'est pour nous quand même, c'est un échec. Or c'est parce que nous avons ce sentiment, parce que nous avons cette connaissance du terrain, que si on nous en donne les moyens, je pense qu'on peut apporter les bonnes réponses. Une très brève question, on s'est fait plein d'amis ce soir du côté de la police, oui. On peut s'en faire d'autres dans d'autres univers. Est-ce que, par exemple, vous diriez aujourd'hui, les mairies gèrent les écoles, les départements gèrent les collèges et les régions gèrent les lycées, est-ce que ça, il faudrait aussi un moment mettre à plat? On est d'accord? Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, mais alors, totalement. Alors, moi, je pense, je vais plaider, alors là, pro bono, je pense que les départements peuvent très bien gérer et les lycées et les collèges. Le fait de faire la distinction, il faut que les écoles restent de la responsabilité des communes, mais on peut très bien imaginer un système où, justement, il y ait un financement obligatoire de la part des départements pour aider à l'investissement dans les communes. Ça, on peut se débrouiller, on peut faire cette tambouille, mais il ne faut pas nous assécher. Quand on nous assèche budgétairement, moi, je suis frappé de voir que nos concitoyens entendent bien cet argument. Lorsque vous êtes élu local, vous devez présenter votre budget en équilibre. Autrement, c'est un délit. C'est ça. Eh bien, lorsque vous êtes président de la République ou Premier ministre, depuis 40 ans, vous pouvez présenter un budget en déficit, et pas un petit déficit, parce que quand on nous parle des 3% de Maastricht, c'est une foutaise. Le budget de l'État, il est de 300 milliards d'euros en recettes, 370 milliards en dépenses. 70 milliards sur 300 milliards, ça ne fait pas 3%. On est bien d'accord? Bon. Donc le pays est mal géré. Donc donner l'argent aux élus locaux, de toute façon, de par la règle des reins, de l'équilibre des budgets, ils ne peuvent pas le gaspiller. Est-ce que le plan Borloo que le président a enterré un peu vite, là, dont on a vu l'extrait, vous contenait-il des bons outils pour vous, et lesquels? Pardonnez-moi, lesquels? Parce que j'imagine que vous l'aviez lu. Je vous laisse répondre. On va écouter juste avant Yannick Jadot qui réagit précisément à ce plan Borloo qui a été mis à la poubelle. Ce gouvernement a aussi tourné le dos à des solutions qui permettraient
progressivement, structurellement, de sortir de ces images qui sont absolument catastrophiques, qui sont terribles pour les populations qui habitent là, qui sont terribles évidemment pour les policiers et qui sont terribles sur l'image que ça donne de notre jeunesse. Voilà, réponse à la question de Virginie Leguet, ce sera votre dernière réponse. Pierre Bédier, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il fallait garder? Alors, Borloo, c'est une connaissance très fine des sujets de banlieue, avec une connaissance encyclopédique du fonctionnement de l'État. Et donc, il savait trouver les bons leviers. Ces leviers, c'est la rénovation urbaine. Quand vous vivez dans un cadre dégoûtant, vous ne vous sentez pas citoyen. C'est ensuite l'emploi, avec les emplois aidés. On les supprime, ces emplois aidés. On trouve que ça coûte trop cher. Mais il vaut mieux payer de l'emploi aidé que du chômage sans espoir. Et puis troisièmement, s'appuyer sur les associations, donc donner des moyens aux associations. L'habitant de Chanteloup qui disait « moi j'ai pu aller à Avoriaz ». Bon, alors il ne faut pas forcément envoyer à Avoriaz, mais il faut bien comprendre que si les gosses n'ont pas d'autre univers que le béton de leur cité, ça les rend dingues, voilà. Et on va s'arrêter là. Merci beaucoup Pierre Bédier d'être venu et d'avoir débattu avec nous dans le débat du grand dossier. Merci.